Bonjour à tous. Donc, Cédric Couffignal de Synergie Habitat. Alors, je vais vous présenter un bâtiment passif, le premier bâtiment passif de Loire Habitat, donc la Galachère. Alors, c'est un bâtiment collectif de 12 logements. Vous n'avez pas la totalité. Donc, vous voyez sur 4 niveaux, 3 logements par niveau, qui est certifié passif. Alors, je vais surtout m'orienter sur le suivi de consommation et sur l'instrumentation. Sur le détail du bâtiment, on va dire c'est classique sur un bâtiment passif. On est très isolé en façade, très isolé en toiture. On a une VMC double flux collective. On a une chaudière gaz qui est l'équivalent d'une chaudière gaz individuelle pour l'ensemble des logements. Et on a des panneaux solaires thermiques. Donc je vais vous parler de l'instrumentation, du confort, des consommations de chauffage et d'eau chaude, des actions correctives qui ont été menées et des défauts qui ont été observés sur la première année, les 2 premières années, notamment grâce à l'instrumentation, des consommations d'électricité et un bilan sur la fin. Sur l'instrumentation, donc Loire Habitat a souhaité fortement instrumenter le site pour avoir un retour d'expérience sur le bâtiment, étant donné que c'était le premier passif, déjà pouvoir comparer le théorique par rapport aux consommations réelles. On nous promet des très faibles consommations, savoir si c'est réellement le cas, parce qu'on préfère l'expérimenter. Pouvoir aussi corriger le tir sur les premières années, s'il y a une dérive, pourquoi il y a une dérive, et à cause de quoi, et pouvoir intervenir dessus pour la corriger. Donc on a des compteurs d'énergie thermique un peu partout, des sondes de température, des compteurs d'énergie électrique, des compteurs d'eau, et j'en passe. Alors tout ça a été, on a un concentrateur sur site, on a un pas de temps de mesure toutes les 30 minutes. Alors ça c'est important pour s'apercevoir pour repérer certains défauts. Et le concentrateur est relié à une box internet, donc on a un accès web. Ça c'est pour éviter d'aller sur site tous les 3 jours, ce qui marche plutôt bien. Sur les températures, donc là je vous l'ai mis. Donc le bâtiment a été livré en 2014. On a 4 ans de suivi. Alors Saint-Éan, on est à 600. Le bâtiment il est à 660 mètres d'altitude, donc il peut faire assez froid l'hiver et assez chaud l'été. Le retour qu'on a eu dessus, c'est que en hiver ça fonctionne. Les locataires, on va dire, ont globalement chaud. Après ça peut dépendre de chaque individu, mais on est en moyenne, on est à 21 degrés. Et en été, idem sur les projets précédents, on se pose clairement la question du confort d'été. Et là, on a pu le valider grâce à un suivi. Donc là, je vous ai mis la journée la plus chaude qu'on a eue sur les 4 dernières années. Donc on est monté à 40 degrés. Et donc la courbe rouge, c'est la température extérieure. Les 2 courbes bleues, c'est les températures les plus élevées dans les logements, du logement le plus chaud et celle du logement le plus frais. Donc on est monté à 32 degrés. Donc c'est, on va dire pour 40 degrés, presque 10 degrés d'écart, 8 degrés d'écart par rapport à l'extérieur. Quand on vient de l'extérieur, c'est très confortable. On note quelque chose aussi d'assez intéressant sur le lendemain, c'est que la température dépend bien entendu du comportement du locataire. Et donc on a un locataire qui a donc bien ouvert ses fenêtres et qui a bien réussi à refroidir son logement. Donc on voit qu'il descend jusqu'aux 20 degrés. Quand d'autres, sans rien faire ou en ne touchant pas aux fenêtres ni aux volets, le rafraîchissement a mis un peu plus de temps à venir, donc on est plutôt à 27 degrés. Donc clairement, le comportement est très impactant. Après, c'est un peu comme un hiver. Si un locataire laisse sa fenêtre ouverte pendant une journée, rapidement, il va s'apercevoir qu'il va commencer à faire froid, donc il faut la fermer. Sur les consommations de chauffage, alors on a un élément qui est intéressant sur ce bâtiment.
il a été livré juste avant la RT 2012. Donc il était encore en RT 2005. Par contre, il y a eu une demande de RT 2012 par anticipation. Donc on a un calcul RT 2005, un calcul RT 2012 et le calcul PHPP. Sur la consommation de chauffage, on est au-dessus du théorique PHPP, donc comme le projet précédent, qui s'explique sur plusieurs points qu'on va voir par la suite, notamment une température 21 degrés. En moyenne, on est au-dessus des 20 degrés qui est prévu par le PHPP. La première année, alors on va le voir sur la suite, la première année, on a plus consommé, alors c'est un retour d'expérience qu'on a habituellement aussi sur les bâtiments passifs, donc qui viendrait du fait du béton qui sèche et donc du bâtiment qui se met en température. Là, on l'a sur donc la première année, c'est les points bleus, ça c'est le chauffage par DGU, donc degré jour unifié, c'est la rigueur climatique. Plus on chauffe par rigueur climatique, moins on est performant. Donc la première année, on a une consommation par rapport à la rigueur climatique qui a été supérieure et on voit que les années suivantes, on a une performance du bâtiment qui est stable, donc on n'a pas de dérive par rapport au système. Alors, avec un petit bémol, on voit qu'on a des points qui peuvent être plus ou moins éloignés de la courbe du linéaire. Ça, c'est du fait de la conception passive. Pour peu qu'on ait un mois de février qui soit très ensoleillé, forcément, on a beaucoup plus de gains par rapport à un mois de février de l'année passée. Et donc, le point aura tendance à diminuer. Et inversement, en fait, c'est très lié à l'ensoleillement, cette courbe. Sur l'eau chaude, alors là, on a une surconsommation qui est plus importante sur l'eau chaude. Donc là, on retrouve également la comparaison RT 2005, RT 2012 et PHPP. Alors, fait intéressant, en bleu, c'est la RT 2005. On voit qu'on est à peu près sur les mêmes consommations. Et le même bâtiment, donc on n'a rien changé sur le bâtiment par rapport aux deux moteurs de calcul. Le moteur de calcul RT 2012 prévoit des consommations beaucoup plus faibles sur l'eau chaude, alors qu'il n'y a rien qu'à bouger. Malgré tout, on est quand même bien supérieur au théorique PHPP. Alors, là, donc c'est un schéma du local chaufferie. On a des panneaux solaires thermiques qui fonctionnent plutôt bien, qui ont peut-être 10% de moins de production par rapport au PHPP, mais ça ne nous fait pas toute la différence. Par contre, on a des consommations d'eau chaude sanitaire qui sont supérieures au théorique PHPP, donc forcément, on a une consommation d'énergie qui est supérieure. Et on a pu voir des petits soucis aussi. Alors, sur le solaire, on l'entend souvent, il faut faire simple sur le solaire thermique. Ici, pour optimiser, pour gagner quelques points de performance, ce qui a été fait, c'est qu'on a un retour du bouclage d'eau chaude sanitaire qui vient dans le ballon solaire quand celui-ci a une température supérieure. Donc c'est bien, dès que le solaire produit plus, on vient, au lieu d'utiliser la chaudière, on vient optimiser le ballon solaire. Par contre, le souci, c'est qu'on a une 23 voies en plus, et sur ce site, elle a été défectueuse, elle a été grippée. Donc on s'est aperçu qu'en fait, on avait en continu le retour du bouclage ECS qui passait par le ballon solaire, même quand on était en plein hiver et qu'il n'y avait pas de soleil, donc quand il pouvait être froid, et donc ça fait d'autant de déperditions en plus dans le local thermique avec de la tuyauterie en plus, du ballon en plus, des pompes en plus sur lesquelles on a de la déperdition. Donc ça, si c'était à refaire, on ferait peut-être plus simple. Surtout que ça, c'est uniquement l'instrumentation qui a permis de le déceler, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas en local chaufferie. Si on n'avait pas instrumenté le site, on s'aperçoit au bout d'un an qu'on a une surconsommation, mais impossible de savoir précisément d'où ça vient. Ça peut être le locataire qui a plus chauffé, ça peut être l'eau chaude en plus. Il faut pouvoir éliminer certains postes pour dire, ben oui, clairement, c'était là. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pas de temps de 30 minutes qui a permis de voir que, je dois la voir peut-être sur la slide suivante. Donc là, on a les températures du ballon solaire en rouge et on a les températures du réseau de bouclage ECS en vert. Logiquement, dès que la courbe rouge dépasse la courbe verte,
on a un gain en énergie sur le retour de bouclage parce que ça vient récupérer des calories sur le ballon. C'est ce qu'on voit en bleu. Et donc là, on avait toute une partie vide alors qu'on voit que clairement, on aurait dû récupérer des calories. Donc ça, c'est grâce au suivi qu'on a pu le déceler et venir intervenir sur cette vanne 3 voies. Parmi les actions correctives, donc là, on a fait passer l'ALEC avec leur caméra thermique. Clairement, quand on rentre dans le local chaufferie qui est isolé, il fait chaud. Alors, je n'ai pas la température, mais il fait chaud et il fait trop chaud. Quand on rentre dans un local technique, s'il fait chaud, c'est qu'on a de la déperdition, tout simplement. Logiquement, il ne devrait pas faire chaud. On a eu une contrainte sur site où il est assez petit, ce local. Donc, ça a été assez compliqué pour les entreprises de tout mettre dedans. Et on a également sur les calorifuges, alors on a eu certains défauts et on a certains équipements comme toutes les pompes, par exemple, qui ne sont pas isolés. Et si on devait le refaire, on isolerait bien tous les organes. On a aussi, après coup, alors on a eu en haut à droite, c'est un des ballons. Donc là, on s'est aperçu après coup que le ballon qui est prévu par le fabricant est bien isolé. Donc il y a une jaquette d'isolation, mais pas par la partie basse. Ça, on l'a vu avec la caméra, donc ce qui est un peu dommage. Donc on est revenu après isoler comme on pouvait la partie basse. On a aussi le trou d'homme sur lequel le capuchon isolant était parti. Donc là, c'était juste de le remettre. Et on a aussi dans les combles, donc on a les réseaux de ventilation et notamment les réseaux de chauffage et d'eau chaude qui passent dans les combles, où il y a eu, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, mais il y a eu des défauts d'isolation. Donc en fait, tout simplement, le calorifuge était bien présent, mais soit mal posé, soit il s'était décollé, soit deux bandes entre elles s'étaient écartées. Donc on est revenu intervenir dessus. Mais ça, c'est des points qui, les combles, là, c'est au-dessus de l'isolant, donc c'est de la déperdition. Dans les combles, quand il fait 0 dehors, il fait pas loin de faire un 0 à cet endroit-là. Donc c'est de la déperdition qui, sur un bâtiment passif, mis bout à bout, commence à être assez importante. Donc c'est vraiment des points d'attention qu'il faut bien prendre en compte. Donc là, je vous remets les photos avant action corrective. Donc c'est tous ces bouts de cuivre, on ne devrait pas les voir. Alors, un élément aussi qui n'est pas lié au passif, qui est lié à la VMC double flux, on a eu, ça c'est plus pour le retour d'expérience, on a eu des locataires qui se plaignaient de problèmes d'odeur sur la VMC double flux collective, et c'est une VMC double flux à échangeur rotatif. Alors on a fait venir le fabricant qui n'a pas vraiment réussi à trouver d'où venait le problème. À mon avis, il n'arrivait pas bien à régler sa machine, puisque normalement, d'autres fabricants nous expliquent que malgré le fait que ce soit du rotatif, on arrive à ne pas avoir de fuite entre les niveaux et donc de recirculation d'odeur. Et donc finalement, la solution du fabricant, ça a été de repasser sur un échangeur à plaques qui a un rendement de quelques points inférieur. Sur les consommations des parties communes, alors on s'aperçoit que le poste principal, c'est la ventilation. Quelques éléments que le suivi a permis de déceler, c'est les réglages de premières années. On a une marge de manœuvre sur la ventilation, donc on voit qu'on a réussi on était à 350 sur le premier hiver. On a réussi à le diminuer et après on a dû changer de centrale, donc on est repassé à 300 kWh par mois. On a aussi des petits soucis on a eu l'éclairage, donc on a un détecteur de présence sur les éclairages des parties communes qui n'était mal réglé, donc en fait qui s'allumait tout le temps, voire presque quand il faisait largement suffisamment jour. Donc ça a été réglé, donc on a pu baisser la consommation. Donc c'est peut-être des petites choses qui jouent au final sur le cumul et le suivi permet de déceler tout ça. Sur le bilan, alors en termes de consommation, alors je ne vous l'ai pas mis, mais du coup on est un peu supérieur. Alors je crois qu'on est 30% supérieur sur le chauffage et on
On est un peu plus du double sur l'eau chaude, donc on est supérieur par rapport au prévisionnel PHPP. Par contre, ça reste une consommation énergétique très faible, parce que quand on double une unité très faible, ça reste quelque chose de faible. C'est exactement ce qu'on a vu sur la présentation précédente. Donc là, en P1, P2, donc P1, c'est les consommations énergétiques. On était sur, l'année dernière, 3,78 € par mètre carré, quand Loire Habitat est sur son parc en moyenne à presque 8 €. Par contre, ce gain a été mangé un petit peu par l'entretien. Donc P2, c'est l'entretien des systèmes de chauffage et de ventilation sur site. Donc là, on voit qu'on est bien supérieur. Alors on a à peu près un peu plus d'1 € habituellement dans le parc de Loire Habitat. Et là, on est à presque 4 €. Donc c'est énorme. Ça s'explique en fait sur le fait que les entreprises ont eu du mal à se positionner sur ce contrat. Loire Habitat a décidé de séparer ce contrat par rapport à leur contrat global d'entretien, du fait que c'était le premier bâtiment passif. Il y avait une attention particulière à y apporter. Et on se retrouve avec un bâtiment collectif, mais avec une seule chaudière individuelle. Et avec quand même une VMC double flux et des panneaux solaires, ce qui contribue un petit peu. Mais les entreprises ont eu du mal à se positionner dessus et en fait, elles ont pris des marges énormes de sécurité, ce qui explique le coût. La bonne nouvelle, c'est que c'est un poste sur lequel on peut agir entre guillemets assez facilement. Là, pour le prochain contrat, donc ce sera l'été prochain, Loire Habitat a décidé de l'intégrer, le contrat de la Galachère, sur leur contrat global. Et donc, on va se retrouver à diviser par 3 ou 4 cette partie P2. Et donc, c'est autant de gains pour les locataires. Et voilà.